Dans la pénombre des rues parisiennes, quelque chose se meut, quelque chose d'avide et d'impatient. L'asphalte se recouvre de sang, les avenues de hurlements bestiaux, tandis que dans des arrière-salles anonymes, les corps éclairés par des néons colorés s'agitent au rythme d'une musique impossible qui semble venir d'un autre monde. Dans une impasse, un rire retentit, hystérique et caquetant. Sous une porte surgissent des gémissements et des supplications, et une lueur à la couleur impossible à identifier perce l'obscurité. Quelque part dans une zone industrielle oubliée, de sauvages réjouissances où la vie humaine n'a pas de prix commencent. Le voile se déchire, ce qui se cache derrière tremble d'impatience. Chers auditeurs, bienvenue dans le premier épisode d'une campagne créée de toutes pièces pour Cult Divinité Perdue, Néon et Opale, écrite par Jericho. Cette histoire prend place dans un Paris fictif, inspiré par l'horreur de Clive Barker, Dario Argento et Panos Cosmatos, ainsi que par le mouvement néo-noir qui comporte des œuvres telles que la série True Detective, le diptyque The Raid ou encore les films de David Fincher. C'est en somme une enquête policière, mêlée à une horreur psychologique viscérale, parfois très violente, le tout sous la lueur de néons couleurs vives et tranchantes. En tant que création, cette campagne utilise le matériau originel de Divinité Perdue pour en faire quelque chose de personnel, qui peut entièrement différer de ce que propose l'univers de base. Néon et Opale, à l'instar de la plupart du contenu lié à Cult, traitent de sujets très sombres qui peuvent heurter ou déranger certaines sensibilités. Si la violence physique et psychologique, le gore, les ambiances sombres et éprouvantes sont monnaie courante pour Cult, notre histoire peut aborder quant à elle des thèmes de violence sexuelle, de trafic humain, la consommation et l'abus de stupéfiants, ainsi que la violence policière. Nous vous encourageons comme d'habitude à arrêter la lecture de cet épisode si ces thèmes sont de trop pour vous. Dans le cas contraire, bienvenue dans ce premier épisode, où nous suivrons l'inspecteur Léon Castelli. Depuis des années, les rues sont aux mains d'un syndicat criminel, les Boudvaji, une famille d'origine albanaise qui a pris les rênes du crime organisé parisien, et a lancé le commerce d'une drogue de synthèse aux effets dévastateurs, la Vejima. Depuis leur arrivée, Paris sombre lentement dans une forme de folie furieuse qui s'est amplifiée ces derniers mois. La criminalité explose, la vie quotidienne se fait de plus en plus hostile et sombre. Certains parlent de la marque d'une société défaillante, d'autres d'un effondrement inévitable. Léon est un inspecteur de la brigade criminelle de Paris. 10 ans auparavant, il a participé à un raid contre les Sevenchenko, un syndicat du crime ukrainien spécialisé dans le trafic humain. La nuit de ce raid et ce qu'il y a vu a changé sa vie à jamais. Après s'être séparé de sa famille et dégoûté par un système corrompu et inefficace, Léon dédie ses nuits à sa deuxième vie. Quand le soleil se couche, il traque ceux qu'il estime responsables de ses tourments, au point d'être devenu une légende urbaine parmi ses ennemis. Ushku, le loup, un mystérieux croque-mitaine qui décime les rangs de la pègre et dont l'identité n'a pas été découverte par ses ennemis. Chers auditeurs, encore une fois, bienvenue dans ce premier épisode de Néon et Opale. On est en plein hiver, le ciel est très lourd au-dessus de ta tête. Tu te trouves à la terrasse d'un troquet. Tu es assis à cette petite table ronde dans une rue qui n'est pas très animée à l'heure actuelle. Il y a ton café qui est en train de refroidir dans un coin. Juste à côté, il y a une petite enveloppe en craft qui est posée. Comme je le disais, on est en hiver, on est en fin d'après-midi, le soleil est déjà bien en train de se coucher. Tout autour de toi, dans cette ruelle qui va sans doute commencer à s'animer dans les heures qui vont venir, il y a des enseignes en néon qui illuminent toutes d'une lueur pourpre, qui déforme un peu la vision autour de toi, qui te donne la sensation d'être dans une espèce de lueur d'urgence qui émerge petit à petit. T'as l'odeur écœurante de la cuisine trop grasse des restaurants alentours qui arrivent dans tes narines petit à petit. Je pense que pour introduire notre aventure, il serait de bon ton que tu te présentes. Qui es-tu ? Yes, qui suis-je ? Nous avons assis à ce troquet le cher Léon Castelli, qui est donc un Golgoth d'1m83, qui fait c'est presque 90 kilos de muscles, 46 ans au compteur, donc des cheveux bruns avec beaucoup de pointes de sel, un regard, des yeux très sombres, couleur noisette. Donc du coup, ce brave Léon, c'est donc une armoire à glace, hein, comme on l'a dit. Pas une armoire à glace façon bodybuilder, genre avec des gros muscles, bien développés et très jolis à regarder. Non, c'est vraiment il a le physique de quelqu'un qui pourrait combattre des ours. Il a plus le physique d'un combattant de MMA ou d'un athlète de sports martiaux que d'un bodybuilder.
tout dans son allure fait penser à un espèce de militaire / mercenaire. Il a les cheveux portés courts, un peu à la manière des coupes militaires, donc quelque chose de très ras. Par contre, voilà, il est un peu mal rasé. On n'a pas forcément toujours le temps de se raser quand on passe ses nuits dehors à tabasser des voyous. Il a les sourcils très épais et broussailleux et qui enfonce un peu plus les yeux dans son crâne, ce qui lui donne forcément et directement une allure très antipathique et très menaçante. Et en fait, globalement, son visage, au-delà d'être marqué par le temps, parce que bon, il commence à faire son âge, il est aussi marqué clairement par la violence de sa vie. Donc du coup, il a le nez qui est cassé et qui est légèrement dévié sur la droite. Il a de fortes cernes qui enfoncent du coup ses yeux dans son crâne. Il a un teint un peu grisâtre et il a par-ci par-là des cicatrices qui sont pas forcément hyper marquées au niveau du visage, mais voilà, il a on sent qu'il s'est pris des taquets, quoi. Il a la bouche qui est assez mince et elle est au milieu d'une énorme mâchoire carrée qui est constamment crispée, et donc constamment crispée soit parce qu'il grince des dents constamment, soit parce qu'en fait sa mâchoire s'est faite casser beaucoup trop souvent. C'est pas une beauté, quoi. On voit clairement que son corps, il en a beaucoup trop vu, et en fait il en a même trop vu par rapport à l'époque. Il a plus le corps qu'on verrait pour un gars du Moyen-Âge ou de l'Antiquité qui aurait passé sa vie à foutre et à recevoir des pains. Et normalement, dans un monde civilisé comme le nôtre, ce genre de physique n'est pas censé exister. Seconde question, du coup, vu que tu as répondu en avance à la question sur le physique, c'est à quoi tu penses? Terminer mon café avant qu'il ne refroidisse, et surtout en fait à ouvrir cette magnifique enveloppe de papier craft qui, je suppose, va contenir les renseignements que je cherchais sur X ou Y personnes. Et du coup, en fait, comme à chaque fois, avant que je parte faire ce genre d'activité nocturne, il se met un peu dans un mindset de soldat qui va partir au front. Il fait le vide sur un peu tout, et en fait, il focus uniquement sur ce qui va se passer après. Donc en fait, il se prépare mentalement à la suite, quoi. Tu me disais que tu ouvres l'enveloppe en craft, du coup. C'est un dossier que tu as déjà vu puisque tu l'as emprunté. Lors d'une de tes dernières errances nocturnes, tu as récupéré un nom. Isaac Nerov. Tu sais que Sergei Dinarov s'est tiré des Sevenchenko et a complètement disparu de la surface de la Terre. Tu sais que son nom, tu l'as entendu entre les dents cassées de plusieurs personnes au cours des nuits passées dans les rues de Paris. Mais tu n'as jamais vraiment réussi à obtenir le nom de quelqu'un qui pouvait te mener à lui. Et Nerov, en fait, c'est ta première piste concluante depuis des mois. Quand tu ouvres le dossier, la première chose sur laquelle tu tombes, c'est une photo qui a été prise lors d'un rendez-vous entre plusieurs lieutenants des Boudvagy il y a quelques années de ça. Donc c'est un gros plan sur un homme qui est proche de la trentaine. Il a les cheveux bruns coupés ras, son visage est un peu anguleux. Il a les yeux très clairs et un sourire insolent. Le dossier, il est plutôt cohérent avec ce que dégage le personnage dans la photo. Il y a 6 plaintes pour coups et blessures et viols, et à chaque fois, il a été relaxé. Plusieurs photos de ces victimes qui parsèment le dossier, et pendant que tu la regardes et que tu lis le dossier, tu sens, je pense, une forme d'excitation un petit peu, t'en vas dire, parce que ça y est. Ah, c'est plus de la colère. Ouais, alors moi, faut bien comprendre que l'excitation, ça existe plus trop dans ma vie. On est plus sur de la colère froide. C'est de la colère froide qui attend qu'une chose, c'est d'éclater. En fait, voilà, chez lui, l'excitation a été remplacée par une espèce de colère montante constamment. Donc du coup, vraiment, quand tu lis son dossier, c'est vraiment une petite frappe vicieuse, sans pitié. Tu sais qu'il est proxénète. Tu sais qu'il revend de la Vetchima, un composé d'héroïne ultra puissant qui écume Paris en ce moment, et qui est vendu principalement par les Boudvagy. Lui, il en revend à des personnes parfois mineures, et généralement pour ensuite les trafiquer. Et tu sais qu'il travaille régulièrement avec Dinarov. C'est ton dernier informateur, entre guillemets, te l'a confirmé pendant que tu étais en train de lui casser les genoux. Le dernier tuyau que tu as reçu, c'est que
Il a une planque dans un hôtel particulier qui se situe, pas loin du passage Brady. C'est pas un lieu qui est ultra bien fréquenté et d'après ce que tu as compris, c'est un ancien hôtel particulier qui est coincé entre 2 autres immeubles. Donc un lieu idéal puisqu'il y a toujours du bruit autour et que c'est assez tranquille. Tu sais aussi qu'il a toujours un homme ou 2 avec lui qui sont chargés, de sa sécurité. Bah, du coup, une fois que ça c'est fait, l'enveloppe, je la fais disparaître dans mon manteau. Parce que voilà, généralement, j'essaye de faire en sorte que les dossiers restent pas non plus trop longtemps dehors, histoire de pas trop éveiller de soupçons. Par contre, du coup, bah, étant donné que je sais où le gars est et que je sais plus ou moins voilà où est-ce qu'il crèche et avec quel genre d'énergumène, de garde, je vais rejoindre ma voiture pour y ranger le dossier dans la boîte à gants, rouler tranquillement jusqu'à ce que la nuit tombe. Et une fois que la nuit sera bien tombée, la première étape, ce sera de me garer dans une des innombrables ruelles infréquentables de Paris pour vérifier tout mon attirail. De préférence dans une ruelle qui sera facile d'accès par au moins deux voies d'accès et avec la voiture prête. Ça va être le projet. Et après, évidemment, j'irai rendre visite de manière tout à fait cordiale à cette personne. Tu te rends, assez rapidement à ta voiture qui est garée non loin de là. Tu traverses donc la ruelle que j'ai décrite, complètement plongée dans cette espèce de lueur rougeâtre. Il y a de la fumée qui s'élève depuis les bouches d'égout alentour. Il y a vraiment une transition qui se fait entre le moment où tu es dans cette ruelle qui est assez déserte, un peu anonyme, et le moment où tu pénètres, vraiment dans le 10e même et où tu te retrouves vraiment plongé dans une foule, où tu es complètement dans l'anonymat, tu disparais dans la foule. Je te propose 2 choses. Premièrement, je ne l'ai pas encore fait, mais puisque nous entrons dans le jeu en lui-même, je te propose que nous tirions tes désavantages. Donc on va le tirer maintenant, et les résultats détermineront combien de prises j'ai, ou s'il n'en est pas, sur toi. Allez. Alors c'est un des 10 hein, à chaque fois. 2 des 10. 2 des 10. On est sur un petit 4. Ah, merveilleux. Ça commence. Je gagne donc 3 prises ou un gros move bien violent que j'utiliserai à ma convenance quelque part dans la partie. Pour préciser, donc il est fort probable que tu aies laissé un petit peu trop d'indices derrière toi lors de tes dernières sorties, ou que quelqu'un a une espèce de réalisation envers toi, ce qui fait que l'étau se resserre. Après tout, t'es quand même... Et en même temps, voilà, on peut pas passer sa vie à massacrer 50 personnes par mois sans laisser quelques traces. Deuxième chose, tu parlais de ton attirail. Yes. Je te propose qu'on revienne un petit peu dans le temps. Pour moi, je sais pas si t'as tendance à organiser les choses à l'avance ou si tu vas te servir le jour même. En fait, ça dépend de la disponibilité des choses, quoi. C'est genre si je sais que c'est du matos qui est compliqué à récupérer, genre si c'est de l'arme lourde militaire, je sais que il faut un petit temps quand même, donc ça généralement je le fais avant. Et par contre pour tout ce qui est armes de poing et compagnie, j'essaie quand même d'éviter de me balader avec de l'armement militaire pendant 3 semaines sur le dos. Donc ouais, en général je fais ça soit la veille, soit le jour même. Après, il y a aussi le truc de lui, je lui flingue ses clients, et donc il faut pas qu'il fasse les liens non plus. J'essaye de faire en sorte que ça soit pas trop évident que je viens de récupérer une cargaison, puis derrière t'as 18 mecs qui meurent à la calache. On va revenir peut-être, j'imagine, peut-être plus tôt dans la journée. Tu te rends donc chez notre ami Romain, qui travaille donc dans un garage un petit peu loin de Paris. Et Romain qui donc est un grand gaillard chauve qui a à peu près la cinquantaine, couvert de tatouages, toujours occupé à bosser quelque part dans son atelier où il n'y a jamais aucun client quand tu y es. Plus tôt dans la journée, tu t'es rendu chez lui afin de te préparer à l'opération de ce soir, dont tu ignores encore la durée, parce que tu ne sais pas si tu vas devoir enchaîner les choses rapidement ou si tu vas avoir un petit peu de temps pour te préparer à retrouver ta némésis, ta baleine blanche, je dirais plutôt. On est donc aux petites heures du matin quand tu arrives chez Romain. Il faut arriver dans une petite banlieue parisienne un petit peu excentrée, puis ressortir pour débarquer dans ce garage un petit peu presque désaffecté en fait, entouré de carcasses de voitures poussiéreuses.
Ouais, c'est ça, c'est à mi-chemin entre le garage et la décharge. Je pense qu'il ne trompe personne avec son petit manège, mais il est pas vraiment dérangé. Lui estime qu'il ne dérange personne et qu'il ne fait que fournir un service à d'autres personnes. Je sais pas trop quelle est ton attitude vis-à-vis de Romain, si tu sais quelqu'un que t'apprécies ou si c'est quelqu'un que... Non. Non, non, mais alors littéralement, je n'ai aucune sympathie pour lui, et j'ai dans un coin de la tête qu'un de ces quatre, il va y passer. Pour le moment, j'en ai besoin, parce qu'il peut me fournir le matos dont j'ai besoin pour... En fait, voilà, le garder en vie, ça m'emmerde, mais ça me permet d'atteindre beaucoup plus de gens. Donc pour le moment, il est en vie, jusqu'à ce que je trouve une meilleure alternative. On reste sur un rapport très froid et cordial de criminel à criminel. C'est-à-dire que lui n'est pas dupe, toi tu n'es pas dupe, clairement c'est une relation qui n'est pas vraiment de collaborateur mais de commerçant à client. Quand tu te gares, j'imagine non loin du garage en face de l'entrée, pas besoin de te cacher, il te connaît, il t'attend, il sait que tu vas Non, arriver. surtout que d'autant plus que la bagnole en question, ça fait partie des trucs que j'ai pu lui acheter. C'est pas ma voiture personnelle, de J'allais te toute dire, façon, je voilà. voulais te demander ce point-là pour qu'on le clarifie, ça peut être très important pour plus tard. On est d'accord que tu es assez intelligent pour pas prendre ta voiture, Non, ni une non, voiture non. de service, ni une voiture Non, non, personnelle. en fait, c'est une voiture qui est uniquement faite pour ça. C'est une voiture que Romain, en fait, garde la plupart du temps. Et en fait, moi, je la balade à travers Paris. Et quand j'ai l'impression qu'il y a trop de gens qui ont vu cette bagnole-là, je lui ramène et il la repeint, il change les plaques. Je fais en sorte qu'en fait la bagnole soit intraçable. C'est quoi comme voiture? Bon, moi j'imaginais une espèce de voiture un peu, un truc très passe-partout qui se voit pas forcément. Bon, évidemment noir parce que bah, quand tu te balades la nuit, c'est mieux d'avoir une bagnole noire. Possiblement les vitres teintées parce que ça aussi, on est toujours mieux avec des vitres teintées. Une bagnole un peu solide, genre les grosses berlines. En fait, littéralement, j'ai une bagnole de mafieux, quoi. C'est concrètement le genre de bagnole que pourrait utiliser la mafia. Ça fait totalement sens que quelqu'un comme Romain te l'ait vendu. Pour rentrer dans le garage, tu as donc plusieurs carcasses de voitures, certaines éventrées, d'autres à demi arrachées, des tas de pneus crevés, un petit chemin en terre qui s'enfonce jusqu'à l'intérieur, et tu as vraiment ce grillage qui entoure le garage en lui-même et la casse qui l'entoure. Pour y rentrer, il faut sonner. Il y a une petite caméra de surveillance qui est postée sur la sonnette. Et une fois que Romain a déterminé que tu étais bien la personne qui l'attendait, là il t'ouvre. C'est l'habitude que vous avez, c'est le truc. Quand tu rentres à l'intérieur, donc pas de surprise, tu connais bien les lieux, ce petit chemin en terre un petit peu boueux. Il fait un temps pourri en hiver à Paris, comme chacun le sait. Il y a un énorme molosse, une espèce de mélange entre mastif, pitbull, tu sais pas ce que c'est, qui est attaché à une chaîne dans une niche un petit peu plus loin. Quand tu t'approches du chemin, il grogne un petit peu, puis il se tait et il pose son museau sur ses pattes. Il est terrifiant, mais t'as l'habitude de cette bête. Tu sais même plus comment il s'appelle, tu sais même pas s'il a un nom, à vrai dire. Et je t'avouerai que j'en ai strictement rien à... Exactement. Tu finis donc par contourner le garage au milieu des carcasses de voitures. T'as une odeur de vieille essence, de tabac froid et de sueur qui emplit l'espace. Et tu finis par rejoindre donc un petit atelier qui est entrouvert, dans lequel tu vois donc Romain, quasiment toujours torse nu quand il travaille. Il a le physique pour moi, après tu m'interromps si tu l'imaginais autrement, d'un type qui est très costaud et qui clairement a un passif de personne qui a été dans l'armée, il est couvert de cicatrices, il a des muscles pas forcément ultra impressionnants, mais nerveux, crâne rasé, les yeux clairs, une barbe de 3 jours, enfin vous ressemblez un petit peu physiquement finalement. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la version arienne, quoi. Ah, c'est un peu la version aryenne. Et de toute façon, quand tu t'approches, t'as toujours ce plaisir immense, n'est-ce pas? Des plaisirs, je dirais plutôt, de voir qu'il a son tatouage de Totenkopf, donc la tête de mort SS, sur son épaule droite, qu'il arbore fièrement. Il a aucune honte à afficher son fascisme. Je sais pas trop si tu lui as donné un nom ou pas. Probablement pas, non. Il a aucun besoin de savoir mon nom. On se donne juste des dates et des horaires et moi je lui dis ce que je veux, lui il me dit quand venir le récupérer. Pour reprendre, tu arrives donc au niveau de l'entrée de cet atelier avec Romain qui est en train de bricoler quelque chose sur de la carrosserie. Il te voit arriver.
Si du regard, quand tu arrives vers lui, il te fait un signe de tête sans rien te dire. Il te fait même pas signe de le suivre en fait, il te fait un vague signe de tête et tu le suis en fait dans son garage. C'est très poussiéreux parce qu'en fait, il se sert pas de grand-chose finalement. Il y a plusieurs autres épaves de voitures qui sont disséminées à droite et à gauche. Il finit par arriver au niveau d'un grand rideau en fer qui ouvre sur un autre petit atelier qui donne sur l'extérieur et il y a un mur sur la gauche qui est couvert d'armes à feu. Pour n'importe quelle personne qui a besoin d'un arsenal viable, cet homme a tout ce qu'il faut chez lui, et s'il l'a pas chez lui, il sait où le demander. Il s'avance quelques pas plus loin, près d'un bidon sur lequel est posé un cendrier. Il se sort une cigarette, une gauloise. Il s'allume si cela allume. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? La même chose que d'habitude et peut-être un petit extra. Il va peut-être falloir que j'aille chasser un plus gros gibier. Quand vous dites un plus gros gibier, c'est une question de nombre ou c'est une question de taille? Plutôt de nombre. Et en disant ça, je tourne un peu la tête vers les fusils d'assaut. Il avait anticipé la demande. Je me doute, C'est un il est censé, professionnel. ce garçon. Il fait bien son travail. Romain s'est approché d'un présentoir, l'air pensif. Il en décroche un fusil. C'est un fusil d'assaut avec une lunette dessus. Il te laisse le prendre en main et un petit peu l'étudier. Et là, Léon fait preuve de tout son professionnalisme froid pour vérifier que la lunette n'est pas déviée, le mécanisme n'est pas grippé, le chargeur il sort comme il faut, il rentre comme il faut. Romain connaît bien son travail, hein, donc du coup... Ouais, mais ça reste un putain de criminel, il pourrait me vendre de la merde. Carrément. Donc je préfère vérifier. Écoute, il n'y a rien dans ce que tu vois qui pose problème, le numéro de série a bien été effacé. Tu reconnais instantanément un HNK G36, c'est le fusil de dotation actuel de l'armée française. C'est une arme super fiable qui a fait ses preuves plus d'une fois sur le terrain. Il te regarde, donc Romain est face à toi, il te jauge un peu du regard en tirant sur sa clope. Ça c'est un classique, je pense que vous connaissez bien. Si vous avez d'autres choses, si vous voulez autre chose... Non, ça fera l'affaire, Et avec ça, Comme d'habitude, 2 chargeurs... voilà, et 2 boîtes de munitions pour le fusil d'assaut. Donc on part sur 4 chargeurs pour du 9 mm, 2 chargeurs supplémentaires pour le G36. Il jette un œil à une caisse de munitions un petit peu plus loin. Il fait signe d'attendre. Il prend le temps d'ouvrir la caisse. Il en ressort une espèce de petite mallette. Il te l'amène. Ça pèse un petit peu lourd quand tu le récupères. J'imagine que tu l'ouvres. Quand tu l'ouvres, tu vois qu'il s'agit de plusieurs grenades. Ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Je pense que si on arrondit le prix à 3005, je peux vous laisser ça sans aucun souci. Prenez ça comme une appréciation de votre fidélité. Je hoche la tête sans rien dire. Alors, juste, je vais marmonner un parfait et un Kevlar en plus, comme d'habitude. Et du coup, je sors la tunasse donc j'ouvre le manteau et j'ai une enveloppe toute chiffonnée dans laquelle il y a l'argent. D'ailleurs, certains des billets sont peut-être un peu tachés. Il fait pas vraiment attention à ça, hein, il compte vaguement. Je vous laisse un instant, évitez de trop toucher. Eh bien, figure-toi que je ne vais absolument pas toucher, je vais rester absolument droit comme un poteau que je suis. Et quand il reviendra, il aura le plaisir de voir que j'ai pas bougé d'un iota. Quoi tu penses pendant que tu te retrouves tout seul au milieu de cet armement lourd et que toujours le fusil d'assaut entre les mains, hein, tu l'as pas posé pour l'instant? Non. Comme je disais tout à l'heure, j'essaie déjà de me commencer à me mettre dans le mindset de voilà, ce soir il va falloir y retourner, faire une plongée la tête la première dans le monde du crime parisien. Ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans que maintenant je le vois de ce côté-là, donc il commence à y avoir une espèce d'habitude qui s'est créée. Mais après, voilà, étant donné que c'est encore un peu lointain, parce que ça n'aura lieu que ce soir, je laisse un peu mes pensées dériver sur
bah, l'ironie du truc, quoi. C'est, en fait, à chaque fois que je me retrouve dans des moments comme ça où, l'action est pas immédiate et que je dois attendre, j'en viens toujours à me questionner sur, enfin, c'est ridicule, en fait, dans l'absolu, ce que je suis en train de faire. Je prétends, combattre le crime alors que je suis en train d'acheter des armes à un facho, qu'il a récupéré on ne sait où, pour aller justement, vu l'armement que j'ai en main, je vais pas juste menacer quelqu'un pour lui tirer 20 balles, quoi. C'est, là, je pars pour aller déclarer la guerre à une énième branche de la pègre, avec ce que ça inclut enfin, avec ce que ça implique de meurtres violents et de dégâts matériels. Donc voilà, je m'interroge à nouveau sur la justification de mes actes, même si je me laisse pas spécialement. Enfin, je suis pas chez moi, donc je vais pas me laisser enterrer dans le truc. Je vais y penser, mais après j'essaie de me rappeler que non, non, il n'y a pas de moindre mal, quoi. C'est voilà, il, il faut tous les abattre et il faut bien quelqu'un le fasse. Et ce quelqu'un, c'est moi. Romain finit par revenir avec le précieux gilet pare-balles qu'il te tend. Et voilà, tout neuf. Il attend une réaction de ta part, il te jauge. Bah, la seule réaction, c'est, étant donné que, il a récupéré l'argent, tout est bon. Moi, le fusil, je passe la bretelle, la bandoulière du fusil d'assaut, autour de moi, après avoir enlevé, en fait, une partie de mon large manteau. Comme ça, en fait, le fusil, je vais le caler dans mon dos et je remets mon manteau par-dessus. La caisse, elle, je la garde contre moi parce que de toute manière, elle va pas, je vais pas pouvoir la faire disparaître. Je vais juste faire en sorte qu'elle soit un peu planquée dans le manteau. Et les munitions, pareil, elles sont soigneusement rangées dans les différentes poches de mon énorme pantalon cargo. Il y a juste le Kevlar que j'emporte à la main, on va dire. Et en fait, comme à chaque fois qu'on se voit avec Romain, il n'y a pas plus de cérémonie. C'est maintenant que j'ai tout, je lui dis juste à la prochaine et je me casse. Commence à t'éloigner un petit peu. Et au bout de quelques mètres, t'entends la voix de Romain. Hé, faites attention dehors. Paraît que depuis quelque temps, ça s'agite un petit peu dans les rues. Ouais, j'ai entendu parler, oui. Vous aussi, faites attention. Ah, moi je reste ici, y a pas de problème. Jamais de problème avec moi. Mais faites attention à vous et évitez de trop attirer l'attention. Je dis rien et je m'en vais. En disant ça, il termine sa cigarette et il la jette dans la cour arrière. Tu vois qu'il te suit du regard pendant qu'il part. Et tu reviens à ta voiture assez rapidement. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es dans ta voiture pour savoir si tu fais quelque chose de particulier ou si on continue sur. Là, ce matin-là, juste, je fous tout le bordel dans la bagnole. Je pars du principe que vu que c'est une bagnole de la pègre, il y a un double fond dans le coffre, donc du coup, voilà, je fous le matos le plus craignos dans le double fond. Et après, en fait, j'étais parti continuer ma journée le plus normalement possible. Donc, selon le jour, si c'est un jour de taf, je suis certainement allé au Bastion, faire ça, voilà, pour aller récupérer le fameux dossier et faire semblant de classer des affaires. Et sinon, j'étais allé très probablement chez moi récurer mes armes et faire en sorte que tout soit impec. Dans la journée, à un moment donné, tu as reçu un message. C'est un message d'une personne dont tu n'avais pas eu de nouvelles depuis plusieurs mois en réalité. Vous avez une relation qui est au mieux cordiale, au pire carrément froide. C'est un message d'Audrey. Audrey qui est donc ton ex-femme. Tu as eu la surprise en fin de matinée alors que tu étais en train de te préparer et de recevoir un message lapidaire au possible. Bonjour Léon. Rappelle-moi s'il te plaît, j'aimerais que nous parlions de Franck et de ses résultats scolaires, si possible en face à face. Bonne journée.
Je vais avoir, 2 questions. La première, c'est quels sont tes sentiments vis-à-vis d'Audrey? Et quels sont tes sentiments à la lecture de ce message? Alors, vis-à-vis d'Audrey, il y a plus vraiment d'amour. Parce qu'en fait, après, elle, elle a pu finir par vraiment avoir du ressentiment, là où moi, j'en ai pas spécialement vis-à-vis d'elle. C'est juste qu'en fait, notre mariage, il a fini par se décomposer à cause du taf qui a fini par m'atteindre beaucoup trop et du coup, en fait, je mettais beaucoup trop d'énergie dans mon taf et plus assez dans notre couple, et c'est ce qui a fait qu'au final, elle a pu plus le supporter. Mais en fait, l'amour, en fait, chez moi, il a juste fini par se flétrir, en fait. Il y a pas eu de rupture en mode je ne l'aime plus et du coup je la tège. C'est juste qu'en fait, elle a pu finir par ne plus m'aimer. Moi, c'est juste qu'en fait, j'avais plus du tout la force mentale de juste aimer quelqu'un, en fait. Donc du coup, ça n'a que fait que se flétrir, se flétrir, se flétrir, jusqu'au moment où elle a dit bon bah j'arrête, je me casse. Voilà, pour Léon, il n'y a pas d'animosité. Enfin, lui, il a rien contourné, en fait. Pour lui, en fait, c'est limite une victime collatérale de cet univers-là. Et il sait très bien que c'est à cause de lui. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'arrive pas forcément à lui en vouloir quand elle l'envoie chier, quand elle empêche de voir leur enfant, etc. Elle a ses raisons, et elle fait ça pour se protéger, elle et Franck. Donc du coup, et ça reste quelqu'un qui est globalement... elle reste plus ou moins importante pour lui, même si c'est plus pour les mêmes raisons. Et après, alors la lecture du message, là par contre, il y a une culpabilité qui se crée instantanément. Parce que justement, il est pas là. Il est pas là pour tenir son rôle de père. Il est pas là pour. De toute façon, il a jamais été là pour son gamin. Hein, il faut bien dire, c'est plus elle qui l'a élevé que Léon. Lui, il a été là de manière très sporadique et quand il était là, c'est comme s'il n'était pas là. Donc, il sait très bien qu'il est, voilà, qu'il est plein de torts à ce niveau-là. Et il sait très bien que là, aujourd'hui encore, il va rajouter une ligne à la longue liste des torts parce que il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de prendre ce temps-là, en fait. Donc il va pas rappeler. Il va pas appeler, il va faire comme s'il n'avait pas vu le message. Il rappellera peut-être demain ou après-demain. Mais là, aujourd'hui, il y a un taf à faire et il peut pas s'encombrer l'esprit avec des choses en fait qui au final sont très importantes mais qui là de suite sont très futiles. Voilà, mais il peut pas s'empêcher d'avoir une forme de culpabilité. Pour rebondir là-dessus, effectivement, vous avez très peu de contact avec Audrey depuis, le divorce. De toute façon, ça fait, depuis la fin de l'affaire Savchenko que vous avez quasiment plus de contact. Tu vois Franck de loin de temps en temps et Audrey encore moins. Vous vous envoyez, des messages, sporadiquement pour prendre des nouvelles et qu'elle te donne des nouvelles, assez froidement de votre fils. La communication est pas terrible. Franck est adolescent maintenant, tu fais partie de cette famille sans en faire partie, en fait. Mais le fait est que pour qu'elle te parle des résultats scolaires de ton fils, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'inhabituel. Après, bien sûr, ta réflexion se tient tout à fait, mais il y a quand même au moment où tu dis tout ça, il y a quand même ce truc qui vient se coucher au fond de ton crâne en mode: «Pourquoi maintenant, en fait?» Pourquoi, enfin, après des années où on n'a jamais discuté de l'école, elle a jamais mentionné le fait que tu aies une place dans son développement scolaire ou quoi que ce soit. Ça va rester à l'arrière de mon crâne à me gratter jusqu'à au moins demain. On se retrouve donc quelques heures plus tard, donc pendant que tu as repensé à toute cette journée et ce message qui t'entête un petit peu, qui reste au fond de ton crâne quelque part, même si tu te concentres sur la tâche à venir. Tu as fait le tour en fait du pâté de maison avec ta voiture. On est un petit peu à la limite Paris intramuros bien séant, on va dire. C'est-à-dire qu'on commence à être dans un truc plus agité. Le passage Brady dont je te parlais, c'est une espèce de coursive commerciale vers d'une verrière dans lequel il y a énormément de boutiques qui vendent de tout et de rien. On arrive en fin de journée, donc petit à petit les boutiques ferment, les restaurants ouvrent, la ville se part de néons aux multiples couleurs. Tu te retrouves
comme si tu étais dans ton environnement, chez toi. Tu retrouves assez rapidement la trace d'Isaac, c'est-à-dire que tu vois donc cet immeuble particulier complètement anonyme. C'est pas un endroit où les gens s'arrêtent. C'est un lieu qui a pas de nom, qui a pas de visage. C'est un tout petit immeuble super rétroit qui est logé entre deux autres. Il y a un néon d'un rose écœurant qui se perche au-dessus de l'entrée, qui grésille. Il te faut pas beaucoup de temps pour comprendre deux choses. La première, c'est qu'il y a encore pas mal de monde à cette heure-ci dans les rues. La seconde, c'est que à l'entrée principale, t'as repéré un homme qui est adossé contre le mur. On va continuer à faire des jets de dés, parce que j'imagine que si tu fais le tour en voiture, c'est que tu observes la situation. Ouais, la voiture, je l'ai foutue dans une ruelle plus loin, et justement prête au départ, parce que, toujours prêt au départ. En fait, le repérage, je le fais à pied, justement, en déambulant, comme si j'étais un random passant, sauf que, du coup, j'essaie de voir les entrées, les machins, et effectivement, j'allais te dire, j'observe la situation, histoire de pouvoir rater des jets de dés, Tu feras donc avec ta perception. et on a sur un 17. On a fait un 15+, donc tu peux me poser 2 questions. Ok, alors la première question, ce sera, est-ce que j'arrive à repérer des points d'entrée et de sortie évidents? Tu repères assez facilement en faisant le tour discrètement qu'il y a il y a cette espèce d'entrée de service qui mène à un restaurant un petit peu en hauteur à l'arrière de l'immeuble, juste de l'autre côté du passage Brady, et que tu pourrais escalader sans problème pour atteindre le toit. L'autre question, c'est toujours dans ma déambulation et dans mon observation, j'essaye de regarder au niveau des fenêtres et de l'entrée, les allers-retours et les gens qui me paraissent vraiment suspects. Donc comme je disais, et essayer en fait de voir si, ne serait-ce que depuis l'extérieur, j'arrive à confirmer combien il y a de gars que j'identifie comme faisant partie du groupe. Tu passes un petit temps à faire le tour des rues, à observer tous les points que tu peux. Tu prends vraiment ton temps pour le faire correctement. Tu penses qu'en fait, Isaac n'attend pas de visite. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a qu'un homme posté à l'entrée. Là où généralement, quand une personne de cette trempe-là attend du monde, il a tendance à mettre un petit peu plus de force en présence. Tu repères assez rapidement qu'il y a 2 gardes qui semblent patrouiller au niveau d'un des étages. Tu vois une espèce de lumière jaunâtre transparaître à travers les fenêtres. Tu ne vois que des ombres passer, mais tu comptes vraiment que 2 personnes qui semblent patrouiller, qui s'arrêtent de temps en temps pour discuter. Tu vois une de ces personnes s'arrêter et fumer une cigarette à une fenêtre à un moment donné. Donc tu supposes que en fait il n'y a que 2 personnes en plus de celle qui est à l'entrée. En fait, j'attends qu'il y ait vraiment le moment, tu sais, ce moment où il y a, dans la nuit, où il y a plus grand monde au niveau des passants, etc. Et où je sais que là, je pourrais commencer à grimper des immeubles sans que ça éveille plus de soupçons que ça. Genre, au pire, je serais vu par 3 clodos et 3 mecs bourrés, c'est pas grave. Et en attendant, du coup, pour ne pas me faire flaguer non plus, je vais dans ma bagnole et je me focus sur le fait qu'on va devoir se ressalir les mains. T'as un petit rituel, t'as un petit quelque chose quand tu te lances dans ce genre de... Le rituel, c'est un peu le même qui a eu lieu chez Romain. C'est la vérification, encore une fois, des armes. Justement en profitant du fait que les vitres sont teintées. Pour pouvoir, en fait, il sort ses flingues, il regarde que tout fonctionne, que rien n'est grippé. Il sort les couteaux, il regarde que les lames sont pas ébréchées, que les lames restent coupantes. Et une fois qu'il a fait ça, il balance son téléphone dans la boîte à gants, non sans peut-être avoir du coup eu une pensée, une pensée parasite sur ce texto auquel il faudra répondre à un moment donné. Et une fois que ça c'est fait, le rituel c'est d'enfiler le Kevlar, remettre le manteau par-dessus, donc avoir le fusil d'assaut caché dans le manteau, le Kevlar caché en grande partie aussi par le manteau, s'assurer que tout le matos est apporté, donc les grenades sont apportées, les chargeurs sont apportés, tout est à sa place. Une fois qu'il sait que tout est à sa place, il sort de sa boîte à gants les espèces de pots de cirage là noirs qui sont utilisés à l'armée pour te peindre la gueule en noir en fait. Et donc du coup il se fait juste les peintures, le maquillage de guerre classique de l'armée. Donc en fait il va casser les lignes de son visage parce que là il faut devenir un fantôme. Et c'est ce que tu deviens au cours des heures qui suivent.
Tu vois qu'il y a de moins en moins de monde dans les rues. On est vraiment à la tombée de la nuit. Il y a moins de bruit, il y a moins de musique. Et l'heure vient. Eh bien, l'heure vient. Donc, du coup, je sors de la bagnole. Les clés sont enfoncées dans une poche fermée, histoire qu'elles tombent pas. J'enfonce mes 2 mains dans les poches, en fait, dans des poches qu'il y a au niveau du pantalon. En fait, c'est là que sont les points américains. Je traverse la rue comme ça, en faisant en sorte de ne pas être vu, en fait, et je m'approche du coup de la fameuse échelle de service. Parce que le plan, en fait, va être de grimper sur le toit. Dans mon idée, il faudra éliminer les 2 mecs qui patrouillent, puis s'occuper de Isaac. Il n'y a pas de problème à ce que tu traverses donc les rues. Tu parviens sans mal à t'agripper à l'échelle de service. Tu t'es éclairé de manière sporadique par ce néon rose grésillant que j'ai décrit tout à l'heure, ce qui fait de toi une espèce d'ombre qui court sur les toits. Tu rentres sans un bruit. Tu es face donc à une espèce de fenêtre qui s'ouvre directement du plafond sur l'étage de l'immeuble que je t'ai décrit. Par contre, je vais te demander, vu que nous rentrons dans une phase où tu vas être confronté à du risque et que tu essaies, j'imagine, de faire tout ça le plus discrètement possible. Je vais te demander de me faire un jet d'Act Under Pressure, s'il te plaît. On est sur un 17. Je te laisse l'opportunité de décrire la façon dont tu rentres à cet étage et ce que tu y fais exactement, ce que tu veux y faire. Et bien, du coup, il fait sauter le verrou de la fenêtre, là. Bon, pour ça, il y va comme une brutasse, parce que, étant donné qu'il a l'avantage d'avoir une certaine forme physique, et une fois que la fenêtre est ouverte, pour ne pas faire de bruit, il fait la démonstration de sa force physique, et du coup, il s'agrippe au rebord, et avec toute la force de ses abdos puissants, il se laisse, du coup, lentement descendre, et se réceptionne sur la pointe de ses grosses ranjos. Vu que je sais qu'en bas il y a les 2 mecs qui tournaient, il va sortir le poignard qui est à sa poitrine, il va sortir un des Beretta. L'idée, ça va être de descendre l'escalier pour repérer si les 2 mecs sont collés genre cul et chemise, ou s'ils font un peu leur vie. Et en fait, il compte beaucoup sur le fait que c'est un peu des branlos, parce que c'est des petites frappes et que ils s'attendent pas à le voir arriver. Pendant que tu me décris tout ça et que tu t'enfonces lentement dans le couloir, pour te décrire un petit peu la situation, t'es vraiment dans cette espèce d'hôtel glauquissime. Il y a une légère odeur de moisissure qui émane de la moquette qui se trouve à tes pieds. Les murs sont couverts d'un papier peint qui est défraîchi, et il y a cette lumière d'un orange jaune vraiment désagréable à l'œil. En plus de ça, une ampoule sur 2 est cassée, ce qui n'est pas forcément très viable pour les clients d'un hôtel, mais qui, pour quelqu'un dans ta situation qui veut se fondre dans l'ombre de manière discrète, est plutôt un avantage. Tu diriges donc lentement vers l'étage inférieur où tu supposes que se trouve ta cible, puisque tu n'entends aucun bruit à cet étage-là, et tu commences à soupçonner qu'en fait cet hôtel sert certainement juste de planque et qu'il n'y a aucun client à l'intérieur. Tu te retrouves en fait pour moi à l'angle de l'escalier d'un mur en jetant un œil. Tu entends le son d'une voix qui parle en albanais un petit peu plus loin et qui vient d'une des chambres, et tu aperçois donc dans ce couloir un homme un petit peu plus loin, un garde qui fume une cigarette en regardant dehors par la fenêtre. Un autre qui te fait dos et qui est en train de s'éloigner vers lui, en fait. C'est-à-dire que tu es vraiment au niveau de l'escalier, tu tournes la tête et tu vois donc cet homme qui s'éloigne de toi, il est vraiment à quelques mètres de toi. Et l'autre qui est un petit peu plus loin en train de fumer sa clope. Et donc cette voix qui est dans une des chambres annexes qui est en train de parler très très fort. En fait, je vais jaillir de derrière l'escalier, profiter de l'élan pour reposer ma ranjo sur le sol en essayant d'être toujours aussi discret que possible. Et une fois qu'il est à ma portée, lui ceinturer en fait le visage en faisant en sorte que sa bouche et que son nez soient dans le creux de mon coude, histoire d'étouffer tous les sons, et lui ouvrir la gorge. Alors, nous avons plusieurs solutions pour ça. Est-ce qu'on considère que c'est un jet de combat, du coup? Est-ce que tu veux utiliser ton talent, ton avantage de rapide comme l'éclair? Tiens, allez, on va le faire. Tu feras les deux. En fait, tu feras les deux, c'est-à-dire que tu feras ce premier jet pour pouvoir agir super rapidement dans la foulée, et ça te permettra d'avoir des options que tu pourras utiliser quand tu veux. En fait, c'est des tokens que tu débloques. Ok. Et ben faisons ça. Donc faisons preuve de violence. Plutôt quelque chose sur lequel tu es bon. 14. Il y a les deux options pour moi. Soit tu te servais de ce bonus pour enchaîner directement avec le fait que
que tu tues ton autre cible ultra rapidement, soit on transforme ça en une espèce de bonus de plus 2, si ça te convient. En fait, moi, l'objectif, là, ça va être lui de l'égorger et en fait, de l'amener au sol, histoire qu'il fasse vraiment le moins de bruit possible. Et après, faire un tout droit jusqu'à l'autre pour, pareil, profiter du fait qu'il est à sa fenêtre en train de fumer pour le tirer en arrière et le poignarder façon prison une fois au sol. Je t'offre la possibilité d'enchaîner ces 2 actions en un jet de combat réussi. Ok, bah on peut faire ça. Donc si tu réussis ce jet de violence, du coup, tu me décriras ton action de meurtre parfait dans la foulée. 22. Eh bah, décris-moi comment se passent les choses. Comme prévu, mon bras s'enroule autour du visage de la première petite frappe, qui ne peut absolument émettre aucun son, parce que je serre très fort, et de toute manière il n'y a pas besoin de serrer fort très longtemps, parce que je lui enfonce la lame directement dans la jugulaire, et j'ouvre tranquillement. Normalement, il n'y a aucun son qui en sort et et je vais m'en assurer. Et du coup, je l'amène au sol histoire que le corps en tombant ne fasse aucun bruit. Puis une fois que ça c'est fait, j'accélère le pas, toujours en essayant de faire grincer aucune lame. Je profite de la moquette en fait qui pour le coup me donne l'avantage d'étouffer largement le bruit de mes pas. Et vu que le mec en face est certainement persuadé que les pas qu'il entend derrière lui sont ceux de son pote, il n'a certainement rien compris quand une énorme paluche lui a attrapé le col de la chemise, l'a envoyé au sol le plus brutalement au monde possible, et que il a vu une énorme masse noire d'1m82 commencer à lui enfoncer à plusieurs reprises des grands coups de chlasse dans la gorge et dans la poitrine. Et donc voilà, une fois que j'en ai mis 5 ou 6 et que je sais qu'il se relèvera plus, je me redresse. Maintenant, je regarde la porte d'où s'échappait l'Albanais. Tout ça se passe en une fraction de seconde. T'es d'une vitesse qui pour le coup surprend tout le monde. Tu lâches le corps de ta deuxième cible pour t'approcher de la porte d'où proviennent les sons de voix. Donc c'est la porte qui se trouve tout au fond de ce couloir. À l'extérieur, t'as toujours cette lueur rosâtre écœurante qui grésille, clignote et te fait disparaître dans la pénombre de temps en temps. T'entends cette voix qui parle en albanais très très fort. Tu t'entends pas le son de quelqu'un d'autre, donc tu supposes que cette personne est seule. Et tu supposes aussi qu'il s'agit de Isaac Nerov qui se trouve dans cette chambre. Je vais ranger le Beretta, je vais ranger le couteau, je vais mettre à mes mains les 2 poings américains, et je vais me mettre bien devant la porte, genre bien droit devant la porte, et je vais toquer. Mais genre tout doucement, comme si c'était ces mecs, genre je toque juste. Il y a une petite seconde de silence suivie d'une injonction en albanais. Tu comprends qu'en fait la personne demande d'attendre un instant. T'entends une volée de pas venir vers toi pendant que tu sens que ton sang commence à battre à tes tempes de toutes tes forces. La porte s'ouvre en grand. Il se prend une énorme droite dans les dents. Ok, tu vas me faire quand même un jet de violence. De violence. 13. Tu ouvres la porte et tu fais face donc à la personne que tu as vue sur la photo dans ton dossier, donc il s'agit bien d'Isaac Nerov. Il se fiche devant toi, il est torse nu, habillé d'un simple jogging et pieds nus. Il y a un petit temps de latence où vous fixez tous les deux, et peut-être que c'est l'adrénaline, la peur qui fait... tu lui envoies ta patate, et il recule précipitamment. Tu arrives à le toucher vaguement au niveau du menton, du coup tu le percutes, mais il se retourne sur lui-même et il commence à détaler vers le fond de la chambre. Déjà je lui cours après. De toute façon il est pas hyper loin de moi. Non, il est pas super loin de toi. Tu peux rattraper le coup, ça te demandera un jet d'Act Under Pressure. Le but c'est qu'en fait j'essaie de le rattraper, et si j'arrive à lui mettre la main dessus, je le fais tomber directement. On est à 15. Tu as le temps de comprendre au moment où tu t'avances vers lui qu'en fait il se dirige vers son portable qu'il a laissé sur son bureau. Là je le chope par les épaules et je le tire en fait en arrière et au sol. Et une fois qu'il sera au sol, là je me mettrai sur lui et je lui mettrai des taquets. On va faire un jet de combat, mais je vais t'ajouter un bonus de plus 2 puisque tu l'as descendu à terre, qu'il est complètement à ta merci. On est à 15. Déjà il se calme. Je vais lui remettre une patate avec poing américain, et en fait je
je vise vraiment là où c'est un peu solide dans la mâchoire, puisque je veux pas de suite lui faire trop de dégâts. Mais je veux juste que ça le chamboule un peu. Et une fois que ça s'est fait, il faudrait pas qu'il se sente pousser des ailes. Donc une fois que je l'ai bien ressonné, je me redresse et je lui mets un grand coup de Rangers sur la rotule. Tu t'entends sa mâchoire faire un au moment où tu tapes dedans, il y a vraiment ce son de quelque chose pas forcément qui se brise, mais genre qui se décale. Il allait se mettre à crier, mais tu l'interromps complètement dans son élan, parce qu'il est sérieusement sonné. Et tu te relèves, et le son de ta Ranger qui s'écrase sur sa rotule retentit dans toute la pièce. Et en fait, la douleur est telle pour lui qu'il pousse un gémissement de qui résonne. T'entends en fait depuis le portable qui est resté sur le bureau quelqu'un parler. Tu sais pas ce qu'il dit puisque tu t'entends de l'albanais. Bah, je récupère le téléphone, je le porte à mon oreille et je dis juste il va vous rappeler. Je raccroche pas, je pète le téléphone en deux. Si c'est un portable à clapper, je le pète en deux. Si c'est un portable néo-moderne, je le jette contre le mur de toutes mes forces. Tu te tournes vers Isaac qui est en train de ramper un coin de la chambre. Donc c'est pas une très grande chambre. Il y a cette table sur laquelle était posé le portable que tu as pris avec une chaise. Il y a un lit au fond. Tu vois qu'il y a des cartons un petit peu plus loin. Tu vois des espèces de paquets en craft en sortir. Tu vois que sur la table de nuit, il y a une arme de poing qui est posée. Et surtout, ce que tu vois en premier lieu, c'est Isaac qui est en train de ramper vers un coin de la pièce. Est-ce que c'est de l'argent que tu veux? Regarde dans les cartons, il y a tout ce que tu veux. Ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Je lui réponds pas de suite. La première chose que je fais, c'est que je vais fermer la porte. Je mets le verrou. Ok, là, il comprend. Et ensuite, je vais doucement vers la fenêtre et je m'assure qu'elle est bien fermée aussi. Elle est fermée et c'est un double vitrage. Parfait. Non mais je veux m'assurer qu'il n'y ait aucun son qui ne s'échappe de cette pièce. Et ensuite je me tourne vers lui. C'est pas de l'argent que je veux. Ça va être des réponses. La suite des événements va dépendre de toi. Et en fait je m'approche et je récupère le Glock sur la table de nuit et j'enlève le chargeur que je mets dans une de mes poches à moi. J'en vide les balles que je récupère aussi. Et en fait je le démonte en continuant de lui parler et je le jette plus loin. Histoire que voilà, ça soit fait. Il se décompose parce qu'il est en train de comprendre en fait qui tu es, ce que tu viens faire, et il recule contre un mur en disant non, ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux et je t'en supplie. Je m'approche de lui et je me mets à son niveau et je lui dis juste Sergei Dinarov. Il regarde autour de lui, il répond pas tout de suite. Je pousse un très long soupir. Et je sors le couteau de chasse. Tu vois que ses pupilles sont en train de se dilater de terreur pendant que tu es en train de sortir le couteau. Attends, qu'est-ce que tu... Généralement, il parle au bout de 6 doigts. Et là, je l'attrape la main et je la colle contre le sol et je lui tranche l'auriculaire. Il commence à hurler « Non, attends !» Mais avant même qu'il ait terminé son troisième attends, il est déjà en train de trancher son auriculaire à même le sol. Il hurle de douleur. Ces hurlements se répercutent dans la chambre. Tu as du mal à voir exactement ce que tu fais avec la lueur du néon à l'extérieur. Dans la frénésie du moment, vous avez renversé la lampe qui se trouvait sur la table et qui illuminait la pièce. Donc en fait, son rayon est clair juste de l'autre côté de la chambre. Donc tu as du mal à voir, mais tu finis par sans problème lui couper l'auriculaire. Il hurle de douleur. Dinarov, je sais pas où il est, Dinarov. Je l'ai pas vu depuis des mois, je t'en supplie, arrête, je peux te donner tout ce que tu veux. Le problème, c'est que les gens comme toi, vous mentez beaucoup. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant les prochaines minutes, je vais pas croire ce que tu vas me dire. Par contre, après ces quelques minutes, et après quelques doigts, je commencerai à te croire. Et du coup, je coupe un deuxième doigt et je lui redemande. C'est qu'au troisième doigt, qui commence à mettre autre chose que des hurlements. Puis à ce moment-là, le sang commence à couvrir le sol de la chambre petit à petit. Tu es au troisième doigt que tu as balancé dans un coin de la pièce, éclairé faiblement la lampe que tu as fait tomber tout à l'heure. Il est en train de se vautrer en tenant sa main que tu récupères de temps en temps pour continuer à couper. Tient sa main contre lui. C'est toi où je coupe. C'est toi. Je sais pas ce que tu veux, mais il y a de l'argent, il y a de... Dinarov, c'est un putain de taré, si jamais je le dénonce, je peux pas t'expliquer comment ça t'expliquer ce qu'il va me faire. Mais Dinarov, il est pas là, alors que moi, oui.
Pour le moment, je devrais plutôt t'inquiéter de ce que je vais te faire moi. Tu sais pas qui c'est ces gens, c'est des putains de tarés, ils ont aucune limite. Là, du coup, y a ces cartons, là, ils sont pas trop loin. Non, ils sont pas loin. Je me relève et j'ouvre un des trucs de craft là avec le schlass. Et donc j'imagine que c'est l'héroïne. C'est de la Vegima, effectivement. Au moment où tu l'ouvres, tu vois à l'intérieur la poudre blanche que tu connais bien, puisque tu en as déjà récupéré des cartons entiers sur des sites où t'as attaqué d'autres gens, donc tu sais que c'est une véritable saloperie. C'est fait pour être addictif à souhait. C'est hallucinogène, ça crée des crises psychotiques chez les gens. Est-ce qu'il a de quoi se faire des seringues, etc. Ou c'est juste... Mais J'abandonne cette idée-là. Du coup, je reviens vers lui. Je lui termine la main. Écoute, son problème, c'est moi. Et s'il me répond pas, en fait, il va avoir mal. Quoi qu'il arrive ce soir, tu te doutes bien que toi, bon, t'es fini. Là, en fait, ce qu'on est en train d'essayer de voir, toi et moi, c'est le temps que ça va prendre. Sergei Dinarov. Après que tu lui aies terminé la main, donc c'est les 5 doigts de sa main qui sont éclatés contre un mur qui est constellé de sang de l'autre côté de la pièce, toujours éclairé par la lampe de chevet. Il se tord de douleur en gémissant. Ce stade-là, il ne hurle plus en fait. Ses nerfs ont complètement surchargé son corps d'informations. Il marmonne dans sa barbe. Moro épave, dans une zone industrielle. Il sera là ce soir ? Ouais. À quelle heure ? Il doit déjà y être. Je crois qu'il avait rendez-vous. Il avait rendez-vous avec qui ? Je sais pas. Il parle pas de ce genre de truc. Et tout ce qu'il me demande de faire, c'est de lui emmener des filles et fermer la porte derrière moi. C'est tout ce qu'il me demande. S'il te plaît, me fais pas de mal. Arrête. Je dirai rien à personne. Effectivement. Et là, je lui attrape le front, je le colle contre le mur et je l'égorge. Et une fois que ça s'est fait, je vais déverrouiller la porte et je vais repartir par les toits par où je suis venu. Tu tranches la gorge d'Isaac sans aucun problème, son sang macule complètement l'intérieur de la chambre et commence à se déverser à flot régulier. Donc tu penses que ça fera une très belle scène de crime et ça rajoutera un petit peu la légende douche-coup dans les semaines qui viendront. Et tu réussis sans encombre à reprendre le chemin par lequel tu es venu à te rendre à ta voiture. Vous venez d'écouter le premier épisode de Néon et Opale, une campagne pour Cult Divinité Perdue écrite par Jericho. Cult est un jeu de rôle édité en France par Arcane Asylum et écrit par Robin Lilienberg et Peter Nallo. La musique entendue tout au long de ce récit a été composée pour le podcast par Ciaris, dans le rôle de Léon Castelli, Tommy the Cat et Jericho en maître de jeu. N'hésitez pas à commenter et suivre notre avancée en suivant les liens liés à cet épisode, et à très vite pour la suite de Néon et Opale.